L'autre disait, je ne sais plus qui, la preuve du pudding c'est qu'on le mange, et finalement la preuve que Coséclic est utile aux auteurs, c'est qu'on est sur une dizaine déjà de manuscrits qui vont être publiés ou qui le sont en ce moment. Ça on comprend bien. Mais en revanche, Magali Duez, qu'est-ce qu'apporte une structure comme Coséclic à un jeune éditeur comme Griffdang? Jeune, il fait déjà 4 ans maintenant, mais quand même, la jeune génération des nouveaux éditeurs. Nous, on a fermé les soumissions, romans, novellas, enfin on a fermé toutes nos soumissions il y a très longtemps parce qu'on recevait, bien qu'étant une petite structure, on recevait beaucoup de soumissions, on n'avait pas le temps de tout lire puisqu'on essayait en plus de faire des refus détaillés et non pas le classique, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Et on s'est aperçu que ça prenait un temps fou, un temps qu'on n'avait pas, donc on a complètement fermé les soumissions, on a bouclé les refus qu'on avait à faire. On continuait quand même à en recevoir. Donc là, par contre, refus classique parce qu'il était clair qu'on n'avait pas le temps. Et sur les romans, on est resté comme ça parce qu'on a déjà un planning chargé. On avait envie de rouvrir les novellas, on avait envie de trouver de nouveaux jeunes talents, ce qu'on a déjà fait par ailleurs. Mais là, on tournait sur les auteurs qu'on connaissait déjà. Et on n'avait pas le temps de recevoir beaucoup de manuscrits. Et ça faisait un moment qu'on connaissait Coséclic, qu'on savait le travail que les grenouilles faisaient. Et la qualité de ce travail, on s'est dit, bah tiens, on sait que le texte, si elle nous présente, le texte va être retravaillé, il s'informe sur la ligne éditoriale des éditeurs à qui il propose, donc il va déjà y avoir un tri de faits. On sait déjà que ça nous, c'est peut-être pas ce qu'on voudra exactement, mais on sait que ça nous correspondra, et qu'en plus, le texte aura eu droit à un premier retravail. Donc, gagner du temps et pouvoir à nouveau donner la chance aux jeunes auteurs. On ne pouvait pas réouvrir par nous-mêmes et recevoir un flot de soumissions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Stéphane Marsan, vous êtes confronté à un groupe de travail, une structure éditoriale de fait, même si c'est des amateurs, c'est évidemment des gens qui ont déjà une bonne réputation de sérieux dans le milieu de l'imaginaire. Vous êtes quand même la première maison, on va le dire, en grand format aujourd'hui, et bien positionnée en poche dans le domaine de l'imaginaire. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de nouveaux auteurs français à votre catalogue, alors en quoi ça vous intéresse, Coséclic? Coséclic répond et résout en partie à tout un ensemble de problèmes qui se posent à tous les éditeurs en général, et plus particulièrement à des éditeurs qui sont dans une situation où pour qui travailler, essayer de publier des nouveaux auteurs français est beaucoup trop coûteux, en particulier en temps, que par rapport à ce que ça peut effectivement rapporter. Pourquoi pas parce qu'on est plus exigeant ou plus cupide que les autres, mais parce que moi chez Brajlon, j'ai 45 employés. Donc ces gens-là, je dois les payer. Et je ne peux pas leur dire, je ne peux pas tous les réunir au rez-de-chaussée et leur dire voilà, on a sorti des bouquins, c'est des jeunes auteurs, c'est super intéressant, ça n'a pas bien vendu, mais c'est pour la gloire, donc vous ne serez pas payé ce mois-ci ni le mois prochain, on est tous d'accord. Non, ils vont dire non, j'en ai rien à foutre, moi j'ai un loyer à payer, etc. Bon. Donc voilà, on a chacun, et c'est vrai, a fortiori pour les grands groupes qui eux ont en général une autre, non seulement des frais de structure, mais en plus sont redevables à leurs actionnaires de dividendes. Donc en gros, là, a fortiori, il faut faire de l'argent. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est en effet ce qu'a pointé Magali, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps de lire des manuscrits et ça demande donc du temps, ça demande des efforts, ça demande aussi un sacré moral. Moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une conférence à peu près sur le même sujet à Brighton, à la Convention mondiale d'horreur et de fantastique l'année dernière. Et sur la question de comment publier des jeunes auteurs, comment se faire publier, etc. etc. Et il y a une grande éditrice anglaise qui s'appelle Bella Pagan, qui a dit moi pendant 10 ans, j'ai lu, elle travaille chez Orbit, qui est l'un des plus grands éditeurs de SF et de fantasy au monde, elle a dit pendant 10 ans, j'ai lu des manuscrits tous les jours. Et au bout de 10 ans, j'ai arrêté parce que je n'en ai jamais sélectionné un seul. Et elle a employé un mot que je trouve très beau et très fort et très significatif pour cette expérience. Elle a dit it was disheartening. Disheartening, ça veut dire on y perd le cœur, donc ça veut dire c'est décourageant. Mais c'est aussi, ça vous arrache le cœur. Pourquoi? Parce que je voudrais dire un truc important aujourd'hui, c'est que c'est vraiment pas amusant de ne pas sélectionner des manuscrits français. Hein. C'est le contraire. Ça fait mal au cœur, c'est un temps fou finalement pour pas grand chose, et on a envie de trouver des manuscrits. Quand on commence à lire des manuscrits dans la pile,
on essaye de forcer le destin, on se dit ah celui-là, espérons qu'il soit bien, espérons que ce soit celui que je cherchais, etc. Ce qui d'ailleurs a parfois un effet pervers parce que on se dit ah là là j'aimerais bien quand même le faire, j'aimerais bien trouver la bonne façon de le faire retravailler, etc. On hésite un moment jusqu'au jour où une autre personne dans la maison va jeter un œil au manuscrit et dire honnêtement c'est là-dessus que tu hésites depuis tous ces mois. Non, enfin, ça vaut pas le coup et tu n'as pas voulu le reconnaître tout de suite. Bon, donc on a envie que ça arrive. Ce qui se passe, je pense, pour nous, c'est que... Alors d'abord, c'est une question de temps et c'est une question de positionnement sur le marché. C'est-à-dire que quand on a créé Brajlon, moi qui venais de Mnemos et qui n'avait publié donc, quasiment que des auteurs français pendant si longtemps, on voulait faire 50-50, un peu naïvement, 50% de traduction, 50% de romans français. Et rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas possible, d'abord parce qu'on n'en avait pas assez. Or, quand vous avez une perspective d'entreprise, vous avez besoin de fixer des échéances de publication, vous avez besoin de fixer un planning et de dire, bon, l'année prochaine, on veut faire 20 romans, où sont-ils, où est-ce qu'on va les trouver? Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les sortir. Donc, fatalement, on se tourne plutôt vers des romans qui existent déjà, et des romans à traduire, c'est des romans qui existent déjà, et sur lesquels il y aura beaucoup moins de travail et beaucoup moins d'attente. Parce qu'un auteur, c'est pas une machine à produire du bouquin,